On commence avec une petite question. Qu'est-ce qu'un état de choc? N'hésitez pas à répondre dans le chat, hein, pour que ce soit un petit peu interactif. Non, c'est pas juste il y a quelqu'un qui me dit une hypotension avec une PS inférieure à 90, ça suffit pas pour le diagnostic d'état de choc. Oui, c'est bon, j'ai vu la bonne réponse. C'est une inadéquation entre les besoins et les apports en oxygène. Pourquoi c'est différent d'une chute de tension artérielle? On va voir pourquoi. Donc, un état de choc, la définition, c'est une défaillance du système circulatoire qui va entraîner une inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène. Et c'est comme ça qu'on le différencie du collapsus. Le collapsus, c'est juste une baisse de la tension artérielle. Donc, on prend la tension, elle est basse. C'est une définition hémodynamique. On est dans un collapsus. Alors que l'état de choc, c'est lorsque ce collapsus entraîne une ischémie tissulaire. Pour parler d'état de choc, il faut qu'il y ait pas assez d'oxygène qui arrive au tissu. Et donc, c'est une définition qui est métabolique et pas hémodynamique. Donc pour synthétiser, l'état de choc, c'est une inadéquation entre les apports et les besoins en oxygène. On a des apports en oxygène qui sont inférieurs aux besoins en oxygène. Et c'est aussi une ischémie tissulaire. Et c'est, euh, c'est dans ces situations qu'on a le droit de parler d'état de choc. Et on va voir qu'il faut qu'il y ait cette caractéristique d'ischémie tissulaire pour pour avoir le diagnostic d'état de choc. Donc si on regarde ça en schéma, en situation physiologique, le cœur, il va distribuer du sang et donc de l'oxygène à tous les organes. Les apports sont équilibrés avec les besoins en oxygène. Et puis, en situation d'état de choc, on va avoir moins d'oxygène qui arrive au tissu et donc aux cellules, avec une ischémie cellulaire et les besoins sont plus équilibrés avec les apports. On a des apports qui sont inférieurs aux besoins en oxygène. On a de l'ischémie et donc on a un état de choc. Pour ce qui est des questions, comme c'est en ligne, n'hésitez pas à poser les questions à n'importe quel moment. Et puis, je ferai des petites pauses de temps en temps pour lire toutes vos questions et y répondre. Donc il y a deux phases d'un état de choc. Là, je vais un petit peu enfoncer des portes ouvertes. Au début, le choc est compensé. On va voir par quel mécanisme de compensation. Donc on a une hypoperfusion tissulaire, mais qui va être équilibrée par les mécanismes d'adaptation. Et donc uniquement, on n'aura pas de chute de la pression artérielle grâce à ces mécanismes d'adaptation. Ça, c'est important. Premier message clé, on peut avoir un état de choc débutant avec une pression artérielle qui est normale grâce aux mécanismes d'adaptation. La deuxième phase, c'est le choc décompensé. Donc là, l'adaptation les mécanismes d'adaptation ne sont pas suffisants. Et donc là, on va avoir une chute de la pression artérielle. Pour ce qui est des mécanismes compensateurs, est-ce que vous en connaissez certains? Est-ce que vous pouvez m'en citer? Ouais, la tachycardie, très bien. Tachycardie, vasoconstriction, ok, très bien. Et tout ça, c'est médié par quel système? Quel système va s'activer pour avoir une tachycardie et une vasoconstriction? Ouais, c'est le système sympathique, très bien. Bravo. Donc les différents mécanismes compensateurs, il y en a plein. Les trois principaux, c'est ceci. L'objectif, on a vu dans l'état de choc, on a un problème de perfusion d'organes. Et donc l'objectif, ça va être la clé pour la prise en charge des états de choc, c'est de maintenir une pression de perfusion d'organes. Okay. On a une tension qui est basse, certes, mais le problème, c'est qu'on a de l'ischémie. Donc on va éviter cette ischémie. Cette ischémie, elle survient quand nos organes ne sont pas assez perfusés. Et donc ça va être l'objectif et de nos mécanismes d'adaptation et de nos traitements, de maintenir une meilleure pression de perfusion d'organes possible. Le premier mécanisme compensateur, c'est le système nerveux sympathique. On va voir qu'il y a plein de stimuli qui peuvent l'activer et plein de récepteurs. Ensuite, on a le système rénine-angiotensin-aldostérone que vous connaissez un peu grâce à la néphro. Et puis, on a l'activation des surrénales. On va voir ce que ça donne. Donc, sur le système nerveux sympathique, globalement, il y a beaucoup d'informations sur cette diapo, mais au final, peu de choses à retenir pour vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que le système sympathique, quand il s'active, va y avoir une stimulation des centres vasomoteurs cérébraux. Donc, les centres vasomoteurs cérébraux, c'est les centres qui sont responsables de la régulation de la vasomotricité, donc la vasoconstriction et la vasodilatation. Et cette activation, elle va entraîner une vasoconstriction artérielle et veineuse pour augmenter le débit de perfusion et rétablir une meilleure pression de perfusion d'organes. Là, c'est ce que fait le système sympathique. Et maintenant, comment il peut être activé? Par plein de stimuli, par plein de récepteurs. Donc, on a les baroréflexes qui sont sensibles à des variations de pression, soit haute pression, donc c'est au niveau artériel, donc au niveau de l'aorte et de l'artère carotide, soit à basse pression, donc c'est au niveau des gros vaisseaux du système à basse pression, donc le système veineux central, donc c'est principalement l'artère pulmonaire. Donc, ces récepteurs, ils vont capter la baisse de la pression, donc soit au niveau artériel, soit au niveau veineux. Ils vont activer le système sympathique, ça va entraîner une vasoconstriction artérielle et veineuse. Les volorécepteurs en bas à gauche de la diapositive, c'est à peu près la même chose. C'est des récepteurs qui sont situés au niveau de l'oreillette droite et cette fois-ci, ils sont pas sensibles
à des variations de pression, mais à des variations de volume. Donc la baisse de la volémie va entraîner la même chose, activation du système sympathique et vasoconstriction artérielle et veineuse. Les derniers récepteurs, c'est des chémorécepteurs. Les stimuli, cette fois-ci, c'est pas des variations de pression ni de volume, c'est l'hypoxémie et des variations de CAPNI. Et sans rentrer dans le détail, c'est des marqueurs indirects du débit cardiaque, donc ils vont capter une baisse du débit cardiaque et donc entraîner l'activation du système sympathique et vasoconstriction artérielle et veineuse. Si on passe au deuxième mécanisme d'adaptation, pour cette première partie de la conférence, on parle pas mal de physiologie, de physiopathologie. Vous allez voir, c'est pour que vous compreniez bien ce qui se passe dans les états de choc et comment on fait pour traiter un état de choc. Vous verrez que dans la deuxième partie de la conférence, ça sera plus didactique, on va faire des petits cas cliniques et voir comment ça se passe en pratique. Donc, le système rénine-angiotensin-aldostérone, je vous le rappelle, la production de rénine elle va être stimulée par la baisse de la pression au niveau de l'artère rénale. La rénine va cliver l'angiotensinogène en angiotensine 2, en angiotensine 1, pardon, puis l'enzyme de conversion va le transformer en angiotensine 2. Et l'angiotensine 2 elle va avoir plein d'actions. Globalement, je vous le rappelle, état de choc, ischémie tissulaire. Notre objectif, c'est de rétablir une pression de perfusion d'organes. Donc, c'est à ça que sert l'angiotensine 2. Elle va entraîner une vasoconstriction comme système sympathique. Elle va activer encore plus le système sympathique. Et puis, elle va entraîner une réabsorption de sel et d'eau pour augmenter la volémie et rétablir une volémie convenable. Le dernier système qui est activé en mécanisme compensateur des états de choc, c'est l'activation cortico-surrénalienne. Donc, c'est une activation des surrénales au niveau périphérique. Je vous le rappelle, les surrénales, elles ont plusieurs couches. Là, la couche qui nous intéresse, c'est la médulaire, c'est la couche qui est au milieu, qui est responsable de la sécrétion des catécholamines. Les catécholamines, c'est notamment la noradrénaline et l'adrénaline. Donc, c'est des traitements qu'on peut apporter pour traiter les états de choc, mais c'est aussi des catécholamines qu'on sécrète de façon endogène et donc qui vont servir de mécanisme adaptateur. Donc ça, c'est pour la médulaire. Et la corticale, c'est ce qu'on voit en endoc. Donc c'est ce qui va être responsable de la sécrétion de l'aldostérone, du cortisol et des androgènes avec 3 couches différentes. Donc là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la médulaire de la surrénale qui va sécréter des catécholamines, la noradrénaline qui va entraîner surtout une vasoconstriction périphérique et de l'adrénaline qui, en plus de cette vasoconstriction périphérique, va entraîner une stimulation du cœur chronotrope, donc augmentation de la fréquence cardiaque, et inotrope, augmentation de la contractilité. Donc voilà pour tous les mécanismes de compensation. Je regarde juste s'il y a des petites questions. Non, pas de questions sur les mécanismes compensateurs. Bah, très bien, on continue. Comment est-ce que vous expliquez la présence de marbrures dans un état de choc? Ouais, très bien, hypoperfusion périphérique et de façon plus spécifique. Pourquoi au niveau de la peau? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la peau? Ouais, très bien, c'est ça, exactement. Il y a une vasoconstriction. Parfait. Très bien. Donc, vasoconstriction cutanée, la réponse est vasoconstriction cutanée dans les marbrures. Et ça, c'est expliqué par ce qu'on appelle la relation pression-débit. En gros, il y a deux types d'organes, des organes vitaux, c'est le cœur et le cerveau, et des organes non vitaux qui vont être non autorégulés. Quand on regarde ça sur une courbe, hop, je vais vous montrer comme ça, vous voyez ma souris. Ce qu'on regarde ici, donc là, on a ici en abscisse la pression artérielle, en ordonnée le débit régional. On voit que dans les organes non vitaux, quand on baisse la pression artérielle, ben, on a une baisse du débit de pression régional qui est quasiment proportionnelle à notre baisse de pression artérielle. Alors que dans les organes vitaux, donc le cœur et le cerveau, on a ce qu'on appelle une autorégulation. Donc entre des ranges de pression ici entre 100 et 40 mm de mercure, peu importe le chiffre, on voit que même quand la pression artérielle diminue, ben on a un débit régional qui est relativement maintenu. Et ça s'explique par le sacrifice de ces organes non vitaux, et notamment la peau en premier. On va avoir une vasoconstriction au niveau de la peau pour redistribuer le sang des organes non vitaux, et donc notamment la peau, vers les organes vitaux, pour maintenir une pression de perfusion malgré la baisse de la pression artérielle dans ces organes. Et donc c'est comme ça qu'on explique pourquoi il y a des marbrures dans un état de choc, pourquoi la peau est froide, pourquoi on a un allongement du temps de recoloration cutanée. Donc c'est sacrifice des organes non vitaux pour chasser le sang vers les organes vitaux. Si on parle un petit peu de pression artérielle, est-ce que vous pouvez me donner deux grands déterminants de la pression artérielle? Donc si je vous dis pression artérielle égale ça fois ça, vous me dites quoi? Les fréquences cardiaques et débit, c'est pas tout à fait vrai. Le débit, oui, c'est un des grands déterminants, et la fréquence cardiaque, ça fait partie du débit.
Donc je garde le débit et un autre déterminant. Donc, pression artérielle égale débit cardiaque fois... Ouais, très bien, ça c'est les résistances vasculaires périphériques. Ok, très bien. Donc si on regarde ça en formule, donc on a la pression artérielle qui est égale au débit cardiaque fois les résistances, donc résistance vasculaire systémique, résistance périphérique, résistance artérielle systémique, tout ça c'est la même chose. Et on a notre débit cardiaque qui est égal à notre volume d'éjection, donc le volume qu'on envoie à chaque systole, fois la fréquence cardiaque, la fréquence à laquelle on envoie ce volume. Très bien. Et si on zoome un tout petit peu plus, pour le volume d'éjection systolique, j'ai envie que vous reteniez deux déterminants. C'est l'après-charge, donc le retour veineux, et l'inotropisme. Ok. Donc à la fin, on a cette formule qui est pression artérielle égale volume d'éjection systolique fois fréquence cardiaque fois résistance vasculaire systémique. Et si on regarde bien cette formule, dans les situations qui amènent à un état de choc, on a en gros deux situations. Soit on a une baisse du volume d'éjection systolique, soit on a une baisse des résistances. Et donc dans les deux situations, le facteur qui va nous permettre de maintenir une pression artérielle, c'est la fréquence cardiaque. Vous l'avez dit tout à l'heure quand je vous ai demandé les mécanismes compensateurs. Vous m'avez beaucoup dit la tachycardie. Bah oui, c'est vrai. C'est parce que quand on a une baisse du volume d'éjection systolique ou une baisse des résistances, pour maintenir la pression artérielle, on va augmenter notre fréquence cardiaque. Et pourquoi je vous parle de ça? Pour que vous reteniez bien que la tachycardie, ça peut être un signe d'état de choc débutant. Et que dans un état de choc débutant, on l'a vu, on peut avoir une pression artérielle normale. Et ça peut être lié à la tachycardie qui permet de compenser la baisse du volume d'éjection systolique ou des résistances vasculaires systémiques. Très bien, on a parlé de la pression artérielle au sens large. Maintenant, si on parle de la pression